merci d'être là pour parler d'un sujet, je pense, qui va tous nous toucher et qui nous touche tous dans le milieu artistique. C'est l'intelligence artificielle. Moi, je m'appelle Louis Lecordier, je suis comédien et je m'occupe avec tous ces gens et tous les gens du doublage du collectif Touche pas ma VF, je ne sais pas si vous connaissez. Et on s'en occupe avec l'association Les Voix, le syndicat français des artistes. Et si vous voulez, je vous propose de commencer par regarder 2 petites vidéos pour présenter le sujet, et puis après on va en discuter avec vous. Donc on peut mettre la première vidéo, qui est un petit dessin animé. Des dessins animés, mais ils sont bizarres. Pas des rétro-mangeurs de spaghettis! Oh, c'est ce que l'industrie veut faire avaler à vos enfants. D'horribles vidéos générées par une intelligence artificielle alimentée par des images et des œuvres d'art volées. Alors ils pillent des œuvres et enlèvent leur travail à des gens? Oui, mais on peut les en empêcher en exigeant une légifération. Chassons par le feu ces créatures artificielles de cette boîte à divertissement! Oh là là, je crois qu'il y a mieux à faire en protégeant notre exception culturelle, avec un cadre légal qui préserve nos enfants de grandir avec des robots sans âme, pour que les dessins animés soient toujours faits par des humains. Partagez le hashtag NoAI et touche pas ma VF. Signez et partagez la pétition pour protéger les graphistes, les musiciens, les comédiens, les auteurs, les techniciens, les productions, bref, tous les artistes. L'animation est en danger. Alors, de quel côté êtes-vous? À tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Et je vous propose de regarder la deuxième petite vidéo, qui est un making-of de cette petite vidéo, où on voit Emmanuel Curtil et Donald Renew qui ont prêté leur voix, et Brigitte Lecordier aussi, qui ont prêté leur voix à ce projet. C'est Brigitte Lecordier. Salut, c'est Donald Renew. Bonjour, je suis Emmanuel Curtil. Viviane Lesser. Grégory Gabi. Baptiste Etienne. Touche pas ma VF. Tais-toi, qu'est-ce que tu regardes? Des dessins animés, mais ils sont bizarres. On va faire un petit dessin animé qui nous vient des États-Unis. Je suis directeur de production pour ce petit dessin animé contre l'IA générative. Pour mettre en place ce projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Animation Workers United, un groupe d'action de graphistes et d'animateurs qui luttent aux États-Unis pour défendre leurs droits contre l'IA générative. Chassons par le feu ces créatures artificielles de cette boîte à divertissement! L'IA peut remplacer des graphistes, des auteurs, des acteurs, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une légifération, un décret en fait, pour que ce soit cadré, qu'on puisse utiliser l'IA pour des choses scientifiques, pour des outils, mais en aucun cas remplace des artistes. L'adaptation, c'est partir de la version originale, par exemple, et d'écrire une version française pour le doublage, donc d'écrire des dialogues qui vont être joués en studio par les comédiens. Un ingénieur du son, déjà, ça prépare la session. Il faut que tout soit prêt quand tout le monde arrive au studio pour être sûr que tout est bien cadré et tout marche. D'horribles vidéos générées par une intelligence artificielle alimentée par des images et des œuvres d'art volées. Ça touche principalement le public, j'ai envie de dire, parce que si demain on nous remplace par des machines, en fait des voix artificielles, grâce à notre travail d'ailleurs principalement, est-ce que c'est ça que les parents veulent pour leurs enfants? C'est tout un secteur d'activité qui risque de s'effondrer. Les animateurs, les graphistes, les adaptateurs, comme disait Brigitte, les musiciens, les détecteurs, alors évidemment on entend les comédiens, mais il y a aussi les ingé son, il passe. Le problème c'est que voilà, ça dénote une banalité. Partagez le hashtag NoAI et touche pas ma VF. Signez et partagez la pétition pour protéger les graphistes, les musiciens, les comédiens, les auteurs, les techniciens, les productions, bref, tous les artistes. L'animation est en danger. De quel côté êtes-vous? Et donc pour parler de ce sujet un peu épineux, je vais vous présenter les personnages, les personnes qui vont en discuter avec vous. Donc Guillaume Sablon, qui est ingénieur du son de formation, DA, directeur artistique, notamment pour des animés que vous connaissez bien. Anthony Panetto, qui est auteur, adaptateur. Ah bah je vous propose de l'applaudir déjà. Merci. Guillaume Sablon. Anthony Panetto, qui est adaptateur, auteur et qui a notamment adapté une œuvre que vous connaissez peut-être pas trop, c'est Dragon Ball Super. C'est grâce à lui qu'on dit tout ce qu'on dit. C'est à cause de lui que je dis tout ce que je dis. Arnaud Laurent, que vous connaissez sûrement. Notamment la voix de Natsu ou d'Abby dans My Hero Academia. Bonjour. Je
suis vachement sobre aujourd'hui, mais parce que je suis avec d'autres personnes qui sont très sérieuses. Donc, d'habitude, ça va arriver je roule sur la scène comme ça, mais là, non, c'est pas l'ambiance aujourd'hui. Pas de cascade aujourd'hui. À la fin, si vous voulez, pour rigoler, pour détendre l'atmosphère. Une cascade pour l'IA. Après, je vous présente. Bonjour. Brigitte Lecordier. Merci. Et Patrick Cuban, notamment la voix de Canal Plus Sport. Canal Plus, oui. Et voilà, qui se bat beaucoup avec nous pour légiférer l'IA. Et quelques voix pour les publicités Kiyun, vous connaissez. Voilà, justement. Ah oui, beaucoup. T'es allé les voir? Pas encore. Il y a trop de monde autour du stand, donc j'attendrai pas. Eh ben, déjà, je voulais commencer, enfin, nous, on s'était dit, justement, c'est bien d'avoir tous ces gens autour de la table, parce qu'on voit souvent les métiers en avant, les voix, Brigitte, Arnaud, etc., mais les métiers de l'ombre, entre guillemets, donc les ingé-sons qui sont derrière, qui font l'enregistrement, le mixage, les écrivains, donc les auteurs qui nous font notre bonne rythmo. Voilà, donc je suis content qu'on soit tous réunis. Et pour commencer, Patrick, Brigitte, est-ce que vous pourriez me dire un peu comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle générative, notamment dans le doublage, et pourquoi ça serait potentiellement un danger pour le métier? Alors, comment ça marche? L'intelligence artificielle pour le doublage, en fait, elle va utiliser l'ensemble du travail des comédiens, mais pas seulement, le travail aussi des auteurs, des graphistes, et elle va, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va moissonner, en fait, sur Internet, c'est vraiment le terme, donc elle va récupérer les films, les séries, les mangas, enfin tout ce qui est animé ou pas, pour pouvoir s'entraîner à effectuer certaines tâches éventuellement de remplacement de tous ces métiers-là. Donc c'est un peu une promesse de certains industriels, surtout aux États-Unis, donc c'est un projet industriel essentiellement américain, en utilisant des ressources aux États-Unis ou ailleurs. Et donc voilà, il y a un vrai danger sur toutes ces professions artistiques qui pourraient un jour être remplacées par l'intelligence artificielle si on légifère pas, si on met pas un cadre, un peu comme des voitures. Les voitures aujourd'hui, il y a un code de la route. Eh bien, il nous faudrait un véritable code de la route pour l'IA. Ça serait vraiment très, très important. Ouais, on reviendra à ça, je pense, à la fin. Et toi, Brigitte? J'ai rien de plus à dire que ce que vient de dire Patrick, effectivement. Et le seul souci, c'est que tout ça a été moissonné, mais sans notre autorisation. Et c'est là où aussi est le problème, c'est que si on était d'accord, why not? Et je sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas, pour l'instant, on ne nous demande pas notre avis et on ne sait pas où sont nos datas dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire ça va faire travailler des entreprises ici, voilà, etc. Mais pas du tout, parce que ça peut être n'importe où dans le monde. Vas-y, Patrick. C'est très juste, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas demandé notre consentement pour utiliser notre travail. C'est le terme qu'on emploie. Donc on a envie que ce soit légiféré pour ça. On parle de vos voix, mais en fait, il faut bien que les gens se rendent compte que c'est comme si on utilisait votre image. C'est la même chose, en fait, c'est une donnée personnelle. Et du coup, en fait, les gens se font de l'argent ou font des productions en utilisant vos données personnelles. Il y a effectivement cette industrie en fait qui est naissante, un peu qui arrive aussi sur le marché du cinéma. Il y a tout un tas de nouvelles applications qui arrivent et pour l'instant c'est une sorte de Far West. C'est-à-dire que les gens volent des datas, s'entraînent sur des données personnelles souvent, parce que ça reste des données personnelles, la voix et le visage, sans le consentement des citoyens et surtout des artistes. Donc du coup vous voyez que ça touche beaucoup de métiers. Là c'est que pour le doublage en plus. Et du coup, avec Brigitte, quand on nous a demandé de concevoir cette petite rencontre, on s'est dit qu'on n'entendait jamais les auteurs parler, et notamment, on s'est dit qu'on allait inviter Anthony, parce qu'on voulait savoir un peu, on voit en ce moment pas mal de traductions, pas mal de sous-titrage fait à l'intelligence artificielle, sur les réseaux, etc. Et est-ce que ça a déjà atteint ton métier en tant que professionnel, et dans quelle mesure ? Je dirais que ça commence en fait, effectivement, donc pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est pour moi l'IA c'est quand même le plus gros braquage de l'humanité auquel on a assisté, puisque finalement ils prennent toutes les données et on est sur de l'immatériel, mais finalement c'est comme si vous alliez voler les pommes qu'un agriculteur a fait pousser, vous récoltez toutes ces pommes que lui s'est tué à faire pousser, et vous allez les vendre au marché, et c'est vous qui empochez l'argent et c'est pas du tout l'agriculteur. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur de l'immatériel, et effectivement ça touche tous les métiers et tous les métiers artistiques. Et au niveau de la traduction,
Ils nous donnent l'illusion que, donc c'est pareil, ils pilent notre travail, ils ont récolté toutes les traductions qui existent dans toutes les langues pour ensuite faire des sorties machines. Ça fonctionne sur la probabilité. Telle phrase a été traduite le plus souvent comme ça, donc sûrement que si tu me proposes ça, je vais te la traduire comme ça. Sauf que la traduction ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Et nous, on commence effectivement à voir, notamment dans le sous-titrage, parce que je pense que ça commence déjà par là. Sur le doublage, ça sera un peu plus compliqué parce que la technique en écriture, elle est plus complexe, mais en sous-titrage, déjà, ça commence. Donc, on voit des plateformes, on voit effectivement sur Internet des sous-titres générés par IA. Nous, on nous demande derrière de faire de la post-édition, c'est-à-dire qu'on a une sortie machine qui ressemble à pas grand-chose, et en fait, on nous demande de retoucher en étant payant au lance-pierre et puis en nous donnant très peu de temps. Donc vous devenez des correcteurs de machines. Voilà, c'est ça. Donc on n'est plus des traducteurs, on est des correcteurs de machines et on ne va pas y passer 50 ans puisque on est mal payé et ça prend en fait énormément de temps. Les recherches montrent que c'est beaucoup plus long de partir de quelque chose qui a été pré-mâché par une machine que de partir de zéro, parce qu'en fait la machine elle fait des erreurs qu'un être humain ne ferait pas, et nous on doit être hyper vigilant pour trouver les petits détails qui font que dans la VO c'était ça et la sortie machine en français il y a un truc un peu bizarre. Donc ça commence par le sous-titrage et puis effectivement on arrivera à un moment où les textes de doublage on nous demandera la même chose et ce sera ils essaieront de mettre en fait un texte généré par IA sur une bande rythmo sans prendre en compte tout ce que nous on doit prendre en compte, puisque la traduction on ne traduit pas des mots, on traduit du sens, on traduit ce qui se passe à l'écran, on est obligé de se servir de l'image et de se servir de la culture, et la machine elle ne réfléchit pas, elle n'a pas du tout de ressenti sur tel mot ou sur le comédien il dit une phrase de cette manière dans un contexte particulier. Nous ça va nous inspirer quelque chose. Parce que nous, en doublage, on doit dire la même chose, mais de façon différente, avec les contraintes qui nous sont imposées par l'image et la synchro. Et en fait, la machine, elle ne peut pas du tout faire ça. Elle n'a pas de nuance. Voilà. Elle n'a pas de nuance et elle ne comprend pas les situations. Exactement. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de décrire, elle n'a pas de conscience. Parce qu'on ne fait pas la corrélation entre l'image et ce qui est écrit finalement, alors que notre cerveau le fait naturellement. Donc heureusement, les machines ont des limites aujourd'hui. Il faut profiter de ce temps pour légiférer et protéger, et surtout ne pas trop les utiliser sur les réseaux sociaux pour faire des deepfakes. C'est surtout ça. En fait, ça entretient la machine avec vos propres données personnelles, vos images et vos sons. Et effectivement, ça donne du crédit à ces sociétés. Il y a plein alors, il y a le doublage, mais il y a aussi toutes les applications de deepfakes sur les réseaux sociaux qui font beaucoup de mal aux artistes de la voix, aux artistes en général, mais aussi aux citoyens. Il y a beaucoup de harcèlement scolaire avec ces trucs-là, donc il faut vraiment bannir ces machines pas de doublage, mais de deepfake audiovisuel sur les téléphones. C'est vraiment très important. Et Brigitte, Arnaud, Guillaume, vous qui... alors, vous dirigez tous les deux. Je ne sais pas si tu as déjà dirigé, Arnaud. Non, moi jamais. Pas encore. Non. Et donc vous qui faites de la direction, qui êtes souvent en studio, donc qui voyez défiler des bandes rythmo toute la journée, est-ce que c'est important, un bon auteur, pour un bon doublage? À quel point c'est important, ou est-ce que c'est important? Ben, c'est plus qu'important, c'est extrêmement important. Si quand tu es comédien et que tu as un très bon texte, et je dois dire que avec Alexis, Anthony, on est vraiment choyé, et puis en plus il vient sur le plateau pour voir ce que ça donne, et puis si on est content, etc., si on a le bon rythme et tout. C'est génial parce que du coup le comédien va s'appuyer sur le texte et va pouvoir penser que à jouer en fait. Et c'est notre rôle en fait. Nous comédiens on joue, et nous directeurs artistiques on demande aux comédiens de jouer la situation et de pas s'intéresser au texte ni rien, de s'intéresser à ce qu'il raconte, mais pas de comment il le raconte. Voilà. Et ces mots il faut qu'ils rentrent naturellement dans la bouche des comédiens et des personnages incarnés. Et en tant que directeur artistique, quand on a un texte qui est moyen ou pas bon, ou qui est pas très synchrone et tout ça, on perd un temps fou
on s'use. Ouais, ça c'est vous arrive fatigant. ça vous arrive souvent de changer des choses Il faut tout en mettre en séance place. Ça arrive, par exemple. Ça arrive de changer des choses, oui, et surtout ce que l'IA ne pourra pas faire, c'est vraiment se mettre dans l'univers de l'œuvre. Et parce qu'il y a tout un langage qui va avec ça, on parle de science-fiction, on parle d'un truc plus médiéval, du coup il y a tout un code de langage, et puis par personnage. Donc, et ça, l'IA, comme disait Patrick, elle n'est pas intelligente, on lui dit juste de faire des choses, et elle pique ça sur d'autres œuvres qui ont déjà été faites. Mais là on parle d'une œuvre originale, donc c'est tout un univers à recréer, et ça c'est aussi l'auteur qui met sa patte là-dedans aussi. Et puis nous, quand on a dit... Et il y a un autre problème auquel on pense pas, c'est quand on est en studio, notre seule référence c'est la bande rythmo. Donc quand il y en a de l'anglais, on peut remodifier parce qu'on peut comprendre, on se dit là il y a eu une erreur. Mais quand c'est du japonais par exemple, on est 95% dans le studio à pas parler japonais. Donc s'il y a une erreur, par exemple, que l'IA a fait une erreur mais que nous on n'est pas au courant, comme tu disais, parce que ça n'a pas été recorrigé ou voilà, et ben on l'a dans l'os, c'est-à-dire on va doubler un truc qui sera pas juste, mais nous on le saura pas. Alors ça va peut-être nous paraître un peu bizarre, mais à un moment on n'a pas d'appui, donc c'est vrai que c'est important d'avoir des adaptations très précises. Je suis déçu, je pensais que tu parlais japonais. Oui, mais je suis le seul dans le milieu. Il n'y a pas que moi qui est double. Mais par exemple, toi, là, on vient de diriger avec Louis la VF de Freeren, qui a été hyper saluée à Japan Expo d'ailleurs. Et on a eu une autrice extraordinaire. On n'a pas modifié. On n'a pas changé un mot. Un jour, je l'ai appelée parce qu'elle avait dit, je sais pas, la tableau au lieu de le tableau. Je pense que c'était une faute de frappe. J'ai appelé, j'ai dit, c'est scandaleux ce texte. Et la coquille, c'est ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on revendique Touche pas ma VF, notre pétition, en fait, c'est pas que les voix en fait, que vous voyez dans les vidéos. Il y a tout un ensemble de métiers, et notamment ce travail de détection, de traduction et surtout d'adaptation à notre culture, avec nos propres codes, nos propres références, l'humour aussi. Et tout ce travail, il est fait donc par les auteurs-adaptateurs. Donc c'est un travail de fourmi, un peu dans l'ombre, mais qui est essentiel en fait. Et puis après, il y a aussi la direction artistique en studio, le mixage, les équipes de production. En fait, c'est une armée de gens autour... chaîne de production, exactement. Et finalement, c'est aussi un travail qui demande du temps. Et en fait, l'intelligence, l'IA nous vend, on va faire toujours tout plus vite. Sauf que en fait, la création, ça demande du temps en fait. Écrire, ça demande du temps. Jouer, s'ils veulent jouer bien, dans toute la nuance, etc., il faut qu'ils aient du temps. Donc tout ça, effectivement, il faut avoir du temps. L'IA, effectivement, elle nous donne l'impression que tout peut aller vite, mais en fait, c'est vite, mais c'est mal fait. Et nous, si on a le temps de tout faire correctement, on fait quelque chose de bien à la fin. Et c'est ça qui est important aussi. Et ensemble. Et ensemble, effectivement. Oui, c'est ça, c'est un travail collectif, hein, vraiment. Nous, quand on commence une série à diriger, on a les adaptateurs sont passés sur le texte, et on a des indications assez précises sur tel personnage parle avec tel niveau de langage, peut-être qu'il va tutoyer ou vouvoyer tel personnage. Enfin, je sais pas si toi tu dois le faire souvent, ça. Ah si, et puis l'intelligence artificielle, le tu et le vous, elle va pas le maîtriser parce qu'elle va pas savoir le degré de politesse qu'on va vouloir donner entre deux personnes. Si on part d'une langue non genrée et qu'on va vers le français qui est une langue genrée, elle va pas pouvoir accorder l'adjectif correctement puisqu'elle va pas lire l'image et elle va pas lire donc tout ça. En plus, si on parle du japonais, le japonais qui est une langue pleine de sous-entendus et qui part, qui est très alambiqué, etc., ça marche pas. Et encore une fois, ce qu'on disait, on fait de l'adaptation, en fait on traduit pas des mots, on traduit tout un sens, on traduit un personnage, un mot dans une situation, suivant le contexte donné, la personne qui parle, à qui il parle, le mot va pouvoir le traduire, l'adapter de manière complètement différente. Parce que tout ça, c'est l'image et c'est la situation qui nous le donne, en fait. C'est un véritable travail d'auteur, en fait. C'est ça. Oui, c'est pas de la traduction mot à mot, comme le doublage, c'est pas du karaoké, en fait. Bravo. Et du coup, Guillaume, toi, t'es dans la direction artistique, mais t'es aussi une formation initiale d'ingénieur du son. Je sais que que tu connais pas mal de gens dans ce microcosme. Comment ça se passe pour les ingé-sons, cette arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que vous l'utilisez aussi en tant qu'auteur? Voilà. Alors pour ce qui est des ingénieurs du son, pour l'instant l'IA n'est pas justement assez performante
pour que en enregistrement, je vois même pas comment ce serait possible, à moins que ça remplace un ingénieur du son, mais il faudra quand même quelqu'un qui lance le play, le rec, donc ce serait au directeur artistique de le faire, j'imagine. On a déjà beaucoup de boulot en studio. Et en termes de mixage, ça commence, j'aurais entendu des petites choses à droite à gauche, où on commence à mixer par de l'IA, mais pareil, qui prend des références sur des œuvres précédentes. Et en fait, j'ai été ingénieur du son pendant 10-15 ans, et en fait, tu apprends tous les jours. Donc, il y a un vrai savoir-faire, et puis en fait c'est un peu l'art. Chaque studio est différent. Chaque studio est différent, il y a des manières de mixer différentes. Chaque mixeur a sa manière de mixer aussi. Et du coup en fait j'ai du mal à comprendre comment une IA pourrait mixer quelque chose. L'ingénieur du son mixage c'est très technique comme métier parce qu'il y a des normes à connaître, il y a plein de choses à connaître. Mais c'est artistique aussi, je vais mettre tel ou tel reverb à tel moment. Dans l'œuvre originale, dans l'animé, ils ont pas mis de reverb à ce moment-là. Moi, je vais en mettre un peu plus. Enfin, en fait, on fait aussi avec nos codes à nous. Un vrai travail d'artiste. Ouais, c'est ça. En fait, une fois que tu as fait tout ton truc technique et qu'il te reste du temps, tu vas aller un peu plus loin et essayer de mettre ta patte et d'embellir encore plus la VF. Et ça, c'est des choix que l'IA ne pourra pas faire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour les comédiens, les voix qui sont là, c'est important pour vous d'avoir l'ingé son à votre côté, ou quand vous dirigez, ou quand tu es au micro, ou quand tu es en radio, ou quand tu es en pub? Non, c'est inutile. Ah oui. Guillaume étant le pire des ingé sons que j'ai jamais vu, il a fait que de la merde, pardon. Non, évidemment que c'est important. Mais l'ingé son, c'est même le rôle principal, parce que s'il a envie, il peut vous pourrir un doublage. Moi, une des premières règles qu'on m'a dit vraiment quand j'ai commencé dans le doublage, on m'a dit sois sympa avec l'ingé son, parce qu'il a ta voix entre ses mains, c'est-à-dire qu'il a envie de te rendre ta voix dégueulasse, il peut le faire. Donc évidemment que c'est pas dans l'intérêt du programme, il faut vraiment qu'il t'en veuille beaucoup et qu'il ait aucun sens de l'éthique. Mais Guillaume l'a fait une fois, je vous dirai pas sur quoi, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu as été horrible avec lui. On se connaît bien avec Guillaume, on se connaît depuis 15 ans, c'est pour ça que je me permets. Non, mais évidemment, l'ingé son, c'est lui qui s'occupe de toute la technique, encore une fois. Nous, en tant que comédiens, on ne doit pouvoir, normalement, dans le meilleur des mondes, on devrait s'intéresser qu'à l'interprétation. Le texte, il est censé être fait par l'auteur et l'adaptateur, normalement, on n'a pas à s'en préoccuper. Le son, pareil, comment il va être géré, si ça la saturation, enfin bref, tout ça, c'est l'ingénieur du son aussi qui va le... Voilà, chacun, normalement, c'est un travail d'équipe, mais chacun doit faire en sorte que, à sa place, et le comédien, dans le meilleur des mondes, il a vraiment à s'intéresser qu'à jouer la comédie. Et c'est pour ça que c'est très important, évidemment, d'avoir un très bon ingénieur du son, un très bon auteur, un très bon DA, parce que c'est pareil, le DA, un comédien a besoin d'un DA. Le but, c'est pas de réussir à le faire en une fois, le but, c'est de réussir à le faire bien. Et c'est, majorité du temps, un comédien, il a besoin d'être dirigé pour ça, et c'est pour ça que le DA est super important. Donc voilà, chacun est très important, et je suis convaincu, enfin, voilà, il y a plein de choses que l'IA ne serait pas capable de faire, au moins d'un point de vue humain, dans le studio, quand on enregistre, parce qu'il se passe tellement de choses. Enfin, au-delà de ça, c'est aussi des échanges humains, on rigole, on se marre, des fois on modifie des mots, des trucs, on a des idées, on propose, chacun propose des trucs, enfin des fois on pleure, des fois on pleure, des fois beaucoup avec Guillaume. Surtout quand on travaille avec Brigitte Le Cordier. Guillaume me fait beaucoup pleurer parce qu'il est avec un fouet, il fait arrête, c'est ce que tu fais. Comme ça, il est très exigeant en DA. Voilà. Non, et aussi, je voulais dire que quand tu es DA, c'est une vraie équipe avec l'ingé son. C'est-à-dire que moi, tous les ingé sons avec qui je travaille quand je dirige, en fait, on est une vraie équipe et on se soutient et on a des oreilles pour essayer de tout entendre. Et parfois, justement, pour tous les détails et les mises en espace, etc., c'est à deux qu'on voit ça et c'est vachement important d'avoir quelqu'un à côté de soi pour dire est-ce que le comédien il a parlé assez fort, est-ce que pas assez, est-ce qu'il parle assez loin, ou est-ce qu'il parle tout près, ou est-ce qu'il est trop fort ou pas assez, etc. Et c'est hyper important d'être avec l'ingé son en équipe, quoi. Parce que vraiment nos métiers, c'est ça, le métier du doublage, c'est vraiment des équipes, c'est
c'est 15 000 emplois. 15 000 emplois. Et c'est une trentaine de métiers différents. Donc tout ça, voilà, on est obligé de travailler en équipe réellement. Et toi, Patrick, pour la radio, la pub, etc. Le travail de l'ingénieur du son est essentiel parce que c'est souvent notre premier auditeur. Donc si le message est bien joué, si on a bien travaillé, logiquement ça doit lui plaire et on le voit dans ses yeux. Donc ça c'est vraiment très important. C'est vrai que c'est agréable de voir les gens se marrer quand t'es au micro. Tu vois le directeur artistique, l'ingé son qui rigole quand t'as fait un truc. Et souvent pour le livre audio par exemple, l'ingénieur du son est aussi DA. Et en fait, l'ingénieur du son, il écoute vraiment ce qu'on dit au micro. S'il a compris le bouquin, ça veut dire qu'on a gagné. Et c'est vrai qu'on passe de longues heures avec l'ingénieur du son, ça peut être 4 heures, 5 heures par jour, donc c'est vraiment un binôme qui se constitue et qui est assez chouette. Alors moi je voulais parler après de ça du côté un peu éthique. Anthony, t'es le littéraire de la bande ici. Comment tu vois avec cette histoire de vol de voix, utiliser la voix de gens décédés, je sais pas, est-ce que ça pose un problème éthique par exemple? J'ai pas passé mon bac de philo depuis 15 ans, mais effectivement oui, ça pose des gros problèmes. En fait, là on parle du doublage, mais effectivement c'est ce qu'on disait au début. Pardon, et puis pour les enfants aussi, les voix. Effectivement, c'est vraiment un changement de paradigme et ça touche vraiment à tout et à l'humanité, puisque on va pas parler des problèmes environnementaux que ça pose, mais ça pose aussi tout ça avec tous les centres de données et le fait qu'il y ait en fait l'IA, elle ne travaille pas toute seule. L'IA, elle travaille pas toute seule. En fait, elle a besoin. On a l'impression que c'est des algorithmes et que c'est des machines qui fonctionnent toutes seules, mais en fait derrière, il y a aussi beaucoup de travailleurs du clic dans les pays pauvres pour étiqueter les données, pour qu'en fait, pour que l'ordinateur il fonctionne, en fait, il y a toujours des humains derrière qui sont payés, exploités. Donc ça, c'est un problème. Et puis l'éthique, effectivement, avec les comédiens décédés, est-ce qu'on va réutiliser leur voix? C'est pareil, l'histoire de consentement, ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, pour les enfants, et puis même en fait pour nous, d'entendre en fait des voix qui ne sont pas incarnées, un texte qui est sorti de nulle part, en fait, qui ne repose donc sur rien, et qui est pas incarné en fait. Donc c'est une voix sans émotion finalement. C'est sans émotion et puis c'est complètement déconnecté en fait de l'humanité. Quand on choisit un mot, on le choisit, il y a une réflexion derrière. Quand un comédien il joue, il est dans un état émotionnel, il s'est mis dans la situation, il s'est projeté, il fait avec ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il y a des accidents très heureux qui peuvent être gardés parce qu'en fait il y a eu une fêlure, il y a eu quelque chose, il y a eu un éclat derrière. Donc tout ça, en fait, c'est parce que c'est de l'organique, c'est du vivant. Et juste de dire à la machine, tu vas me faire ça avec un accent, avec ci, il n'y a aucun intérêt en fait. Il n'y a aucun intérêt. Et nous, dans les métiers de la création, c'est pareil pour les illustrateurs, etc. Pour arriver à faire quelque chose dont on est fier et qui soit beau, qui soit intéressant, en fait, on va se tromper. Le but c'est d'apprendre et c'est en faisant en fait, c'est pas avoir un truc parfait tout de suite et puis la perfection qu'est-ce que ça veut dire. Donc en fait ça pose toutes ces questions là qui sont en fait le propre de l'humain et donc restons humains, j'ai envie de dire. Après c'est vrai qu'il y a un petit côté morbide à faire revivre aussi les morts. On prend des vieilles photos, on les fait vivre comme ça alors que la photo en elle-même qui a peut-être 70 ans elle est belle comme ça. Et on n'a pas besoin de faire revivre des gens qui ne sont plus forcément là. Il vaut mieux s'occuper des vivants et puis faire travailler les vivants et prendre ce qu'il y a de mieux dans l'être humain finalement. Pourquoi vouloir remplacer les artistes vivants aussi? Et puis ça pose la question. Oui, allez-y. Oui, non, je voulais rebondir sur un truc qu'avait dit Anthony, que moi je dis souvent aussi, ce que j'aime moi dans les doublages qui m'ont marqué quand j'étais petit, c'est justement ce qui les rendait parfaits, c'était leur imperfection. C'est-à-dire qu'il y a des phrases que j'ai retenues par cœur, des fois je les comprenais pas, il y avait des problèmes, des fois d'articulation, il y avait un mot qui était pas très juste, mais je les ai apprises comme ça et ça me marquait parce que l'intention, on comprenait l'intention, ça nous faisait pleurer, et c'est ça que je trouve, moi ce que je trouve beau, c'est justement quand et en studio ça nous arrive des fois, on va sortir un truc, le gars il va nous dire bah c'est pas ce que j'attendais et même limite c'est pas très parfait mais justement c'est ça qui est cool, ça rend bien, ça me plaît et voilà. Et ça l'IA elle vous fera des trucs parfaits, très bien mais il y aura pas de vie dedans
Très et lisse. c'est dommage. Ouais, quelque chose de très lisse et de moyen. Et par rapport au clonage de voix de gens décédés, moi je trouve que c'est aussi super important que ça change, enfin qu'on ne clone pas des voix, parce que en fait c'est des marqueurs sentimentaux et chronologiques aussi. Enfin moi je sais qu'il y a des phrases en français, elles sont toujours là, je sais pas, le génie d'Aladin, Éric Legrand, paix à son âme. Et en fait Vegeta pour moi c'est un marqueur, c'est le vrai méchant d'une génération. Et en fait, ce sera quelqu'un d'autre. Enfin, on a tous nos marqueurs comme ça, et je pense que c'est intéressant parce que ça fait partie de notre imagination collective. Et et cloner une voix, c'est bizarre, quoi. Oui, ça laisse aucune place aux jeunes générations. Ouais, c'est ça. Et puis nous, vraiment, notre grand plaisir aussi, c'est de effectivement passer le relais à des jeunes comédiens. Et c'est vrai que quand moi je dirige, j'ai à cœur d'aller voir les jeunes comédiens jouer au théâtre, les regarder dans les films, etc. Quand ils m'envoient des mots, etc. Et pour pouvoir piocher dedans des gens qui m'inspirent et avec qui j'ai envie de travailler. Et en fait, ça se passe hyper bien quand c'est comme ça, parce que c'est la famille qui s'agrandit, qui continue, et on passe le relais à une jeune génération qu'on va former, et c'est génial, quoi. Et laisser le droit de s'arrêter, de mourir aux gens, tout simplement parce qu'on est humain. Ouais, super. Je crois qu'on a fait un beau tour du... Et Patrick, toi qui es pas mal en contact avec les officiels à l'Europe, au Parlement, etc., souvent... Qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas sans limite? Alors pour l'instant, ce qui protège les artistes et aussi les citoyens, c'est le règlement européen RGPD, donc qui protège les données personnelles, vos données personnelles et aussi les nôtres. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement de protection concernant les métiers du doublage. Donc là, il nous manque quelque chose de très fort pour finalement légiférer et stopper le pillage de nos voix et aussi du travail des auteurs-adaptateurs. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose. Alors on multiplie les rendez-vous, on agite aussi notre pétition, il y a beaucoup d'articles de presse. Oui, d'ailleurs, vous avez le QR code qui vous renvoie vers la... N'hésitez pas à signer la pétition. Vous avez signé la pétition, il y en a... Très bien, parfait. Merci. Et alors, ce que je peux vous demander à tous les gens qui sont là et qui n'ont pas eu encore le temps de la signer et tout ça, là il y a le QR code, vous pouvez en profiter pour le scanner. Et plus on aura de signatures, et plus on sera écouté. Voilà, donc je vous remercie si vous pouvez le faire. C'est très important parce que cette pétition, elle part directement au ministère de la Culture, qui est à même de nous protéger et de protéger l'ensemble, effectivement, de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime, les films, les séries, les mangas et tous les dessins animés, les animés. Voilà. Et aussi parce que ça ne va pas toucher que le milieu artistique, je pense, enfin c'est sûr même, et que les autres métiers seront concernés très rapidement ou sont déjà concernés dans certaines branches. Les graphistes aujourd'hui sont impactés, l'animation est impactée, donc il faut vraiment aujourd'hui stopper un peu ce pillage et ce vol massif de données et de travail. Et même au-delà des artistes, Patrick l'a dit tout à l'heure, pour l'instant nous on est un peu les premiers remparts parce qu'on est les voix les plus connues, enfin on est visible, donc on est ceux avec lesquels on s'amuse avec nos voix, mais très vite ça va être un outil d'arnaque, sachant qu'on voit, quand on voit les arnaques qui existent déjà juste à l'écrit, avec les mails et machins qu'on peut se voir avoir vraiment très facilement maintenant, imaginez quand ils pourront utiliser votre voix, votre image pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça existe déjà et ça ne peut que se développer. Donc nous on est un peu la première barrière à dire ok il faut qu'on fasse quelque chose, mais il y a un moment il faut vous dire que ça va vous atteindre vous aussi et ça atteindra tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut légiférer très très vite. C'est très important parce que l'IA en fait on n'en est qu'au début, on va dire qu'on est en année 3 là, en 2025, mais sans doute que l'année prochaine, dans les prochains mois, ça va aller très très vite. Donc c'est aux citoyens à prendre conscience de ça et à se dire jusqu'où on peut aller. Et il faut faire attention à ces outils qui peuvent être comme des armes en fait. Et juste une dernière chose d'un point de vue éthique aussi, par rapport à l'IA, certains en ont conscience, mais tout le monde n'en a pas conscience, c'est une bombe écologique incroyable. Une recherche sur ChatGPT, c'est l'équivalent de 1 ou 2 recharges téléphone, et il y en a des milliards par, je sais pas, dans le monde, donc pensez à ça. Quand vous avez une recherche à faire, vous avez Internet, vous n'avez pas besoin de ChatGPT, enfin, juste avant d'utiliser ça, ou alors
Là, les fameux, qu'est-ce qui s'est passé là récemment, tous les starter packs, les machins, c'est chouette. Mais juste avant ça, réfléchissez, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin et quel est l'impact que ça va avoir? Et dites-vous que l'impact, il est désastreux. Il faut vraiment commencer à prendre conscience que l'IA, ça n'a rien de magique. C'est juste un ordinateur surpuissant et qui consomme et qui détruit le monde encore plus que ce qu'on est déjà en train de savoir le faire. Donc, faut réussir à calmer un peu les choses. J'ai l'impression que pour l'instant c'est quelque chose qu'on utilise sans avoir vraiment conscience, c'est ça. de la conséquence, de la conséquence que ça a. On n'a pas le mot d'emploi. Tu vois par exemple, je pense que d'ici 2026, fin 2026, on estime que la totalité des données présentes sur le web auront été moissonnées, avec ou sans notre consentement. Donc si on laisse des choses sur des drives, dans des forums ou sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas dit non, je ne veux pas que ça soit utilisé, vos données seront dans ces pools de data utilisés pour faire de l'intelligence artificielle. Et surtout, ce qui est en train d'arriver, c'est aussi une labellisation de la fabrication humaine aujourd'hui. Dans le livre audio, il y a un nouveau label qui s'appelle IH, interprété par un humain. Et je pense qu'on va retrouver ce label aussi dans toutes les productions de manga demain. Ça, c'est fort possible. Donc, dans la mesure du possible, il faut effectivement encourager plutôt ce métier de création humaine, plutôt que de prendre du jetable fabriqué par l'IA. Ça, c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus, et ça, c'est très important. C'est ça, et vraiment, on compte vraiment sur vous pour être vigilant là-dessus, de ne pas partager n'importe quoi quand vous trouvez sur le web des images qui ont été gloupées comme ça et les partager à foison. Et puis je voulais dire aussi que un événement comme ici où on se retrouve tous, pourquoi on est tous ici? On est tous ici parce qu'on a tous grandi ensemble sur des valeurs qui étaient belles, qu'on trouve justes et magnifiques, sur des animés, sur des produits qu'on a aimés parce qu'ils étaient humains. Et ça nous rapproche tous et ça nous a donné zéro barrière. Aujourd'hui, Thomas devait être ici avec nous, mais je pense qu'il a autre chose à faire. Thomas Sirdet qui a cofondé Japan Expo. Voilà. En fait, comment je veux dire, ils ont créé cet événement pour les premiers en fait. Et en fait, ils sont partis des animés qu'ils ont vus quand ils étaient petits, quoi. Et les animés, qui est-ce qui les portait en fait pour eux à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Pour eux, c'était les voix. Et grâce à toutes les voix, grâce à tous les dessins de Toriyama, de autres et tout, et ben on est tous là. Et c'est grâce justement aux artistes. Alors protéger les artistes. Et il y aura beaucoup d'événements comme celui-là où on pourra tous se retrouver de façon bienveillante et amusante et riche, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur un peu tous les métiers qui nous touchent. Je propose qu'on prenne une ou deux questions dans le public. Est-ce qu'il y a un micro qui circule, qui peut circuler? Ah oui, vous pouvez... Il y a Zébulon qui va y aller. On envoie Arnaud. Dépêche-toi Arnaud. Bonjour, j'ai vu sur le site de la pétition qu'il y avait plus de 230 000 signatures aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un palier à atteindre, entre guillemets, légal pour avoir un poids significatif sur la législation? Là, on attend 1 million ce soir, en fait. Non, mais 1 million, ça serait bien. Donc on a encore un gap à passer, mais on aimerait bien être à 1 million, avant que ça finisse par faire bouger effectivement les politiques. Alors, il y a quelques politiques là qui sont passés à Japan Expo justement pour essayer de comprendre tout ça. On a pu effectivement leur parler de notre combat contre l'IA. J'espère qu'ils en prendront conscience. Je déteste choisir, donc dites-moi. Vas-y, c'est ton problème. Lance le micro, lance le micro. Meuble pendant ce temps-là. On a la... Bonjour. J'ai pas conscience de tous les dangers qu'il peut y avoir dans l'IA. Est-ce que c'est si grave que ça, qu'à terme il y a un petit peu d'IA aussi dans le doublage ou pas? Est-ce que à terme, l'IA ça pourra trouver quand même sa place dans le doublage, c'est ça que je veux dire? J'espère pas pour remplacer vos voix, mais peut-être pour améliorer certaines choses ou je ne sais pas. Je pense que quelqu'un qui a un G-son comme Guillaume pourra peut-être te dire que peut-être un jour
Bah en fait, on pourrait s'en servir comme outil, que ça nous ferait gagner du temps. Je sais pas, par exemple, quand on resynchronise des fichiers audio sur les mouvements de lèvres, ça peut être pratique si la volonté c'est de gagner du temps pour faire des meilleurs mix. Si la volonté c'était juste pour aller plus vite et faire plus d'épisodes et pour au moindre coût, là c'est pas intéressant. Mais si c'est dans le but de faire quelque chose d'encore mieux, oui effectivement ça peut nous faire gagner 2-3 heures sur un mixage d'un épisode. Ça peut effectivement, si ça peut nous aider dans le bon sens, oui. Et que ça reste qu'un outil, pas pour remplacer des artistes. Oui, parce que là pour l'instant ce qui est proposé sur le marché ce ne sont pas des outils mais des solutions complètes qui font le travail de tous. C'est des agents IA en fait, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Il y a autre question de... Ah, et après derrière. Bonjour, bon, simplement vous avez parlé de ChatGPT. Beaucoup de jeunes l'utilisent, mais malheureusement ça va poser des problèmes ultérieurement, des troubles cognitifs et autres. C'est ça la nouvelle génération qui nous attend. Malheureusement, ils n'auront plus la notion de réfléchir, l'esprit critique, avec tout ce que ça comporte dans l'humain pur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que les gens vont finir par apprendre à l'utiliser à bon escient, le moins possible, mais pour l'instant il y a des études qui sont sorties et qui démontrent effectivement qu'il y a déjà des atteintes cognitives sur le développement des ados notamment. Pour l'instant c'est ça. Donc il faut pas l'utiliser comme un psy, ça c'est vachement important, c'est pas un psy, c'est pas un prof, ça peut être une aide éventuellement pour pas oublier un truc, mais surtout il faut s'en méfier, comme vous le faites comme ça, je suis d'accord, il faut s'en méfier parce que c'est une moyenne en fait, c'est un résultat moyen, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de biais, donc il faut vraiment faire très attention à cet outil. Récemment, je ne sais plus quel ministère a sorti des vidéos générées par IA pour la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. C'était horrible. Comment on réagit quand c'est des citoyens lambda, bon, c'est déprimé, mais comment vous réagissez quand c'est le propre gouvernement qui n'engage même pas des réalisateurs, des metteurs en scène pour un événement aussi important que la fin de la Seconde Guerre mondiale? Oui, j'ai vu passer ça, c'est pitoyable effectivement et c'est très triste. En plus, ça a véhiculé des trucs complètement faux. Je pense que dans la commune de Paris, il y avait des gens qui étaient habillés en militaire de je sais pas quoi et il y avait des SS qui étaient... Oui, en fait, il y avait des aberrations. Des aberrations d'images historiques. Alors qu'il était simple de faire appel à des historiens qui aurait... En plus, on a un truc génial en France qui s'appelle l'INA et qui a des images historiques qui sont classées et intelligemment... oui, voilà, des archives. Et donc, c'est dommage de passer par de l'IA pour faire ça, quoi. J'espère qu'ils ont reçu la leçon parce que je pense qu'il y a eu un lever de bouclier sur cette utilisation. Et c'est dingue effectivement que ça vienne effectivement du gouvernement. Ça, c'est clair. On prend une dernière petite question. Oui, je suis dans le public actuellement, très bien. À quel endroit indique-moi quelqu'un, je t'en prie, je déteste choisir. Au fond. Au fond, très bien. Au fond, là-bas. Et le monsieur avec le bob au fond. Le monsieur avec le bob au fond. Allez hop, c'est parti. Oui, je suis dans le public, Louis. Vite, voilà, je me dépêche, j'arrive, il est là. Question de John Bob. Bonjour. Désolé, ça fait pas du tout flipper. Ouais, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que dans la pétition, mettre une sorte de clause comme quoi, si l'IA est utilisée dans une vidéo ou un truc du genre, il y a une sorte de logo pour bien l'identifier, ou s'il y a une sorte de signature numérique, ça pourrait aider à, comment ça s'appelle, déjà votre métier. Pour la traçabilité? Oui, voilà. Comme un logo pardon, de chaîne de news ou un truc du genre. Logiquement, il y a un règlement européen sur l'intelligence artificielle qui devrait être déployé, mais j'ai l'impression que sa date de déploiement est repoussée. Voilà. Ouais. Et logiquement, il y aura un étiquetage de tout ce qui est fait par de l'IA. Comme ça, les citoyens sauront exactement ce qu'il y a dans ce programme audiovisuel, ou ce dessin, ou ce son, ou voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais on pense quand même que l'étiquetage, le simple étiquetage ou les labels ne sont pas suffisants. Non, il faut mettre des limites à cette utilisation. Il y aura aussi ce qu'on appelle le watermarking pour que les machines aussi puissent détecter que c'est une IA pour les vérifications et ne pas s'entraîner sur de l'IA en fait, c'est ça. Autre question? Je crois que là, on va devoir s'arrêter.
Oui, Louis, je suis de retour sur la scène, oui, je suis là. Je vous entends. Oui, tu m'entends? Nous allons pouvoir faire coucou aux gens. On va dire au revoir. Louis, je pense qu'on pourrait faire une photo tous ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite photo tous ensemble? Eh ben on va se lever si vous voulez, on va se mettre au public.